Bienvenue sur Loup-Garou France. Merci pour votre fidélité. Dès à présent, pensez déjà à liker si vous êtes content de me retrouver. Un petit like, ça mange pas de pain et c'est une bonne façon de soutenir et ça te prend une seconde. Bien sûr, si t'es pas abonné, profites-en, c'est le moment, dépêche-toi, abonne-toi. Clique sur la cloche pour recevoir les notifications, ce sera pas plus mal, comme ça tu rateras rien des publications sur Loup-Garou France. Et bien sûr, si tu veux me soutenir, dans la description tu as le Tipeee, ce qui me permet d'alimenter la chaîne continuellement et de te faire plaisir. On va appeler Marc. Donc, nous sommes en relation de France-Canada. Tu vas voir ça. Allez, c'est parti. Salut Marc, merci Salut. beaucoup d'accepter cette interview pour Loup-Garou France, c'est vraiment super sympa. Euh, Alors, tu es au Canada, hein? oui, en Gaspésie, au Québec, pour être plus précis. Alors, c'est quoi le nom du village ou de la ville? Euh, Où ce que j'ai mon exploitation agricole, c'est Maria. Maria. C'est un petit village, on a peut-être 2800 habitants, répartis sur un territoire vraiment très grand. Puis ma ferme est en périphérie du village. On est comme Donc, dans le dernier secteur de maison, dans ouais. le nord du village. Donc, on peut dire que tu connais bien la forêt, hein? Ben, j'ai grandi dedans. Ouais. Fait que mon père Alors, était forestier puis fermier aussi. d'accord. Fait qu'il Alors, nous a ton initiés témoignage, très jeunes à ça. ton témoignage est assez long et assez particulier, puisque Mhm. toi, tu as eu l'occasion de voir plusieurs loups-garous. Oui. C'est un sujet que tu connais pas mal. Et je vais te laisser commencer par le commencement, en fait, à nous expliquer tout ça, et je te poserai des questions au fur et à mesure du temps. Ça date de 2009. C'est la première année que j'habitais dans ma maison. Je venais de finir de la construire. Puis j'étais en train de ramasser du bois pour le feu. On s'entend pour mettre le monde en contexte. Fin de l'automne, on parle, mettons, mi-octobre, on a déjà de la neige. Ça donne une idée du froid qu'il fait là-bas. Puis on a de la neige jusqu'au mois de mai. Puis des fois, juin, il y en a encore. Hum. Le bois de feu, il est très important. Fait que j'étais en train de ramasser le bois. Puis j'entendais quelque chose sur ma droite. Je me suis levé à la tête tranquillement à cause que 2 semaines avant, j'avais eu des problèmes avec un ours noir. Puis c'était un modèle assez gros. On parle de peut-être 250 à 300 kilos. Là. Ouais. Fait, j'ai levé tranquillement les yeux pour pas brusquer l'animal. Puis c'est là que je l'ai vu. Il était à 20-25 mètres de moi. Il était debout. Une fourrure quand même assez foncée. On gris, puis le dos était noir. Alors là, tu me parles de loup-garou ou Oui, oui, d'ours? c'est ça. Mais moi, je pensais que c'était l'ours Ah, ok. qui revenait pour vous donner des problèmes. À coup, il m'avait dévasté le verger. D'un coup, j'ai un verger en avant de la maison. Mais en me levant les yeux, je le vois. C'est comme, OK, on est en plein jour. Je peux pas le confondre avec un sanglier. On n'en a pas. C'est pas un ours à cause ça n'a pas la silhouette d'un ours. Ouais. C'est debout, ça me regarde. C'est comme, OK. On s'entend, je mesure 5 pieds 3, ça donne 1,63 m à peu près. Lui, il 1,60 m. en mesure 2,5 m. Puis j'étais blessé à un genou en plus. Fait que courir, on oublie ça. Alors, Il attends, m'aurait rattrapé. tu dis qu'il mesurait combien approximativement? Ben, est-ce que j'ai mesuré quand il est reparti puis j'ai été voir où ce qui était? Ouais. J'ai mesuré où ce que la tête arrêtait à cause que c'était en ligne avec une branche. Puis ça me donnait 2,5 m. 2,50 m à peu près, ouais. Ouais, 2,50 m. Fait que c'est quand même un grand gabarit. Là. Oui. Ben, c'est ça. Je me suis levé les yeux, je l'ai regardé, il me regardait, mais il avait pas l'air agressif. Il avait l'air plus curieux que d'autres choses. Peut-être le fait que je l'avais surpris lui ici, où il s'attendait pas à voir quelqu'un. Fait que j'ai remis mon bois à terre, je me suis levé debout, puis j'ai resté là sans bouger.
Je le regardais. Ça durait un bon 5 minutes. Peut-être même plus. Des fois, on perd la notion du temps dans des événements comme ça. Oui. Puis, je l'ai fixé. Je faisais juste de le fixer. Donc, avoir couru, c'est un prédateur. Fait que j'aurais eu une réaction de proie. En 3 pas, je l'avais sur le dos. Là, OK, on sauve, on oublie ça. Alice bat avec direct. Pas une grosse chance. Là, j'ai pensé, OK, je bouge pas, j'attends. Mais j'avais un maillage de bûcheron à côté de moi. Fait que s'il décidait de déclarer les hostilités, je savais que je me faisais passer, mais j'aurais mis une dérouillée. Ça y aurait coûté cher. Mais il est resté là, il m'a observé, je l'ai observé. Mais c'est ça qui m'a permis de regarder les détails sur lui. T'sais, on s'entend que ma grand-mère me racontait des histoires de loups-garous et d'autres affaires quand j'étais enfant. T'sais, on s'entend, c'est comme les histoires de petits chaperons rouges, puis ça fait peur aux enfants pour qu'ils se tiennent tranquilles, puis quand la nuit tombe, qu'ils reviennent à la maison. Oui. Mais ça m'a tout le temps resté dans l'esprit, cette créature-là. Puis quand il est reparti, je bougeais pas. Je l'ai suivi des yeux. Il est rentré dans du bois plus dense. Je l'ai comme perdu de vue, mais je l'entendais. Je l'ai suivi à l'oreille. Puis quand j'étais sûr qu'il était assez loin, j'ai été mesurer où ce qui était pour voir si je n'avais pas halluciné. Puis j'ai vu les empreintes. Puis disons, ma main, de là à là, j'ai 22 cm. Puis l'empreinte, là, je pouvais mettre ma main dedans, puis il y avait ça tout le tour. Je veux dire, on parle de peut-être 30 à facilement 35 cm de diamètre. Cette empreinte était où? J'étais à côté de la maison. J'étais pas loin de la maison, j'étais à peu près à 50, 60 mètres de la maison. L'empreinte, elle était où dont tu parles? C'est sur le sol, Au à sol. côté de Ouais. l'arbre. C'est que c'était une zone qui avait eu il y avait eu de l'eau, puis ça avait fait de la boue. T'as pensé à prendre une photo ou une vidéo? Non, je suis pas quelqu'un qui traîne un appareil photo, puis je suis vraiment un manche avec ça. Ok, d'accord. Et est-ce que tu pourrais faire une description assez détaillée du loup-garou? Ça, j'ai dit 2,50 m. On a un physique un peu comme un bodybuilder, mettons. Tu sais, il n'y a pas de gras. Tu vois, on voit les muscles à travers du poil. T'sais, on voit la forme. Mais c'est pas comme qu'on voit certaines illustrations qu'on les voit vraiment élancés avec des doigts plus finis. Hein. Ça ressemble pas à ça. C'est vraiment massif. La musculature est assez imposante. Il marche comme un chien, comme un loup, avec c'est rien que les orteils et une partie de la paume qui touche à terre. L'empreinte est identique à celle-là d'un loup, mais en beaucoup plus grand. Puis j'ai remarqué avec le temps, on va revenir à ça plus tard, lui, c'était un mâle. Disons qu'il y avait une très grosse évidence, et j'y vais à 2 mains à cause c'était cette grosseur-là. Ah oui, tu voyais vraiment ses couilles? Ben oui! Ouais. Big coronets, comme on dit dans le coin ici. Ouais. C'était énorme. Là. Puis, D'accord, intéressant. Ah ouais, mais tu sais, des fois, quand on prend le temps d'observer, ouais, OK, ça, c'est un mâle. OK. Ben, j'avoue, je suis habitué d'observer la nature aussi, pour essayer de la comprendre. Et ça, mais il y avait comme une manière de hure sur le dessus de la tête qui descendait dans le dos. Ça qu'on voit pas ça chez les canidés souvent, à part quelques... disons, les hyènes en ont un peu de temps en temps, certaines races, mais mettons, dans les pays nordiques, c'est rare qu'on voit ça sur un animal. Mhm. Fait que j'ai compris le pourquoi qu'il y a ça. Là, j'ai un crâne de loup qu'un de mes amis m'a ramené du Nord. Si on regarde comme il faut, on voit un arrêt là. C'est là que les muscles se rattachent pour la mâchoire qui est située ici. On a l'orbite de l'œil. Puis, c'est ça qui fait la hure. C'est que de ce que j'ai pu observer, la crête pour rattacher les muscles est tellement imposante que ça fait une hure sur le dessus. Puis, au niveau profil, ici, c'est plus haut. C'est moins, ça descend moins. Un peu plus comme un ours. Puis au niveau dentition,
Là, je sais pas si on peut la voir comme il faut sur la caméra. Là, chien, loup, coyote, renard, ils ont toutes des molaires pyramidales. Mais chez le loup-garou, c'est un peu plus aplati. Puis, si on regarde dans ce sens-là, là, on a le museau qui est là. Chez le loup-garou, si on prend la même longueur là, c'est plus large ici. La mâchoire est plus large. Puis au niveau des crocs, on s'entend que j'ai été capable de les voir. Là, ici, ça, c'est une dent d'ours noir. C'est un spécimen à peu près de 200 kilos. La dent du loup-garou, là, les crocs du loup-garou sont un poil plus longs. Donc là, la gencive arrête ici habituellement. Toute cette partie-là est dans l'os. Chez le loup-garou, c'est proportionné identique, mais en petite affaire plus gros. Donc, tu as eu le temps de bien identifier la taille de la mâchoire et une dentition assez importante. Oui, mais c'est une dentition plus comme un omnivore. Ça ressemblait plus à une dentition d'ours qu'une dentition de loup, de ce que j'ai pu observer. Vu que les ours, j'ai été capable de les côtoyer carrément. Donc, l'année de la construction de ma maison, j'ai une femelle avec ses deux petits qui venaient me voir à tous les jours. Il avait pris cette habitude-là, je ne sais pas pourquoi. Des fois, il ne faut pas essayer de convaincre. Mais en observant la mâchoire, j'ai remarqué des caractéristiques que c'est plus semblable à celle-là d'un ours. Et au niveau de la taille de la tête, approximativement? On peut mettre facilement 50-60 cm de long. Mettons du derrière du crâne jusqu'au bout du museau. La taille des oreilles? Ils sont petites. Par rapport au reste du corps, ils sont plus petites que, mettons, si on prend une tête de berger allemand. D'accord, j'en ai un dehors. Les oreilles sont quand même assez grandes, mais lui, les oreilles étaient petites par rapport au reste du crâne. Ils sont mobiles, tout. Il est capable de les bouger pour chercher le son, mais ils sont plus petites. Ils sont pointus? Oui, ils sont pointus. Ça reste comme une oreille de loup, mais plus petite. Ce que je te dirais, ce qui se rapproche le plus de ce que je connais à une oreille de loup-garou, ce serait un loup arctique. Pour éviter de perdre la chaleur. Et au niveau de la couleur de ses yeux? Celui-là avait les yeux jaunes ambrés. Est-ce qu'il était courbé au niveau du haut du dos? Il était quoi? Non, il n'était pas courbé, il se tenait droit. Je ne sais pas si ça peut se donner de la hauteur ou m'impressionner ou quoi. Ben, il se tenait droit, il n'était pas voûté. Et là, tu as quel âge? Là, je suis rendu à 38. Là, tu as 38. Et à ce moment-là, donc, tu avais quel âge? J'avais 26, 27 à peu près. Et donc, toi qui avais vécu pendant toutes ces années-là dans la forêt, puisque c'est vraiment ton milieu, tu n'avais jamais vu un loup-garou auparavant? Je n'avais vu un une fois. Mais ça monte, on parle de peut-être 87. Là. J'avais 4 ans. 4 ans? Chez mes parents, on restait à côté d'une forêt, puis entre le fond du terrain et la forêt, il y a un marécage. Puis c'était dans l'automne, la terre avait commencé à geler. Puis on s'entend, à 4 ans, tu ne te couches pas à minuit du soir. Et ma mère avait été me coucher. Puis je m'avais réveillé dans la nuit. En gros, j'avais entendu du bruit. Puis ça donnait que ma fenêtre de chambre, elle donnait sur la descente pour aller au sous-sol, pour rentrer le bois de feu. Puis la fenêtre était à peu près, peut-être 15-20 cm plus haut que la toiture de la descente de la cave. Puis j'ai entendu du bruit sur cette toiture-là. Je me suis réveillé, j'ai regardé, puis j'ai vu une silhouette à travers de ma fenêtre. Donc, ma mère avait descendu les rideaux pour pas que la lumière du jour nous réveille trop de bonheur. Puis j'ai vu la silhouette qui bougeait sur la toiture. Puis je savais que c'était pas un des chiens autour. Il n'y avait pas un chien qui était de ce gabarit-là. Puis ça restait là 10 minutes. Facile. Ça fouillait autour de la vitre. Ça a redescendu. Puis ça a disparu dans la nature. Le lendemain matin, on s'entend, je n'ai pas dit un mot à ma mère. Elle m'a traité de fou. Ou bien elle avait dit, t'as fait un cauchemar. Puis j'avais été voir dehors.
Il n'y avait pas d'empreinte, la terre était gelée. Mais quand je me suis rendu jusqu'au marais, j'avais vu des empreintes. Mais on s'entend que j'étais tellement terrorisé de l'idée que c'était quoi que je n'ai pas parlé à personne. Jusqu'à ce que j'ai vu l'eau dans la forêt. T'avais donc 4 ans et tu te souviens bien de cet événement. Oui, oui, mais on s'entend, c'est marquant. Tu sais, quand t'es habitué aux contes de Perrault ou les autres contes, genre Chaperon Rouge, les 7 agneaux, les 3 petits cochons, c'est qui le bad evil guy dans ça? C'est tout le temps le grand méchant loup. Est-ce que dans ta famille, dans ton entourage, dans ta famille, il y a des personnes qui en ont vu également? Dans mon entourage, non. Dans ma famille, non. Ma grand-mère me contait des histoires. Mon grand-père en aurait vu un. Mais des fois, là, il y avait des incohérences dans son histoire. C'est comme, il y a de quoi qui marche pas. Ouais, d'accord. Je n'ai parlé aux Premières Nations qui habitent pas très loin de chez nous, donc on est à côté d'une réserve autochtone. Puis les personnes que je n'ai parlé, eux autres, en ont vu. D'accord, oui. Donc, ça a l'air tout à fait naturel pour eux autres de les voir. Absolument. Il y a énormément de témoignages au Canada de loups-garous. Et alors, ça ne s'arrête pas là. Donc, je reviens donc à cette apparition de loup-garou qui était donc à peu près à 25 mètres de toi, c'est ça? Bon, à peu près 20-25 mètres. Là. 25 mètres. Et là, ça ne s'arrête pas là. Il y a eu d'autres événements plus tard. Oui. Dans la même année, là, on tombe en début décembre. Il y avait déjà de la neige depuis mi-octobre. Là, je m'en revenais de. J'avais été à l'épicerie du village, qui est à 9 km de chez nous, mais j'avais été avec mes skis. Donc, ça allait plus rapidement que prendre la route de montagne puis faire le tour. J'avais passé par la montagne avec mes skis, puis je revenais. Je devais avoir peut-être 75 kilos d'épicerie sur le dos, dans un sac. Il était 10-11 heures, le temps que je remonte du village avec ça. Puis, il y avait un petit bout de route qu'il fallait que je fasse à pied. Il n'y avait pas assez de neige pour mettre les skis, pour me rendre à la maison. Là, je marche. Là, j'entendais comme des bruits de griffes, comme un chien qui marche à la glace. La première affaire, j'ai passé. Bon, j'ai dit, c'est la chienne du voisin qui me suit. Elle me suivait tout le temps partout. On parle d'un dog mastiff, là. C'est pas tout petit. Là, je me vire de bord pour disputer le chien, pour le renvoyer chez eux. Ben, quand je me tourne, je me tourne pas d'un coup sec, on s'entend, pour pas brusquer le chien. Là, ben, c'est pas le chien qui est en arrière de moi. Là. Ça en est un autre. Puis je savais que c'était pas le même que j'avais vu 2 mois avant. À quoi il était pas la même couleur. Il était pas la même taille. Puis c'était pas un mâle, c'était une femelle, ce coup-là. Il faisait quelle taille approximativement? On peut mettre 2,10 m, 2,15 m. Et donc, tu arrivais à identifier les mamelles? Ah oui, on voyait les mamelles comme il faut, puis elle devait avoir des petits, elle allaitait. Là. Ça faisait pareil comme une chienne qui a des chiots. Tu sais, ça pendouillait, là, ça ressemblait à des queues de castor. Elle se tenait sur les pattes arrière, donc. Ouais, ça tenait sur les pattes arrière, puis je la voyais comme il faut. En gros, elle était en dessous d'un des rares lampadaires qu'il y a dans la rue. Dans la route qu'il y a là. On a des lampadaires peut-être au demi-kilomètre. Donc, elle était en dessous du lampadaire. Ah oui, donc elle était proche de la ville. Non, mais c'est qu'il y a des lampadaires tout le long jusqu'à la dernière maison de la route. Mais c'est qu'ils n'en mettent pas à les mêmes intervalles que dans le village. Qu'est-ce qu'elle faisait là, à ton avis? Ben, ça devait faire au moins un bon 10-15 minutes qu'elle me suivait. Pourquoi la zone où je mettais. Hein? Excuse-moi, qu'est-ce qui te fait penser que ça faisait un moment qu'elle te suivait? Quand j'ai. Le dernier secteur que j'avais à faire en ski, c'était un champ. Il n'y avait rien dans le champ. Puis j'ai traversé un petit boisé à peu près peut-être de 30 mètres pour reprendre la route. Puis le long de ce route-là, ce secteur-là, c'est juste des champs. Fait que si elle est arrivée de par la forêt, je l'aurais vu arriver. Ça veut dire qu'elle a commencé à me suivre quand j'ai traversé le petit secteur de 30 pieds. C'est là qu'elle a commencé à me suivre. Donc, c'est la seule place qu'elle pouvait arriver en arrière de moi sans que je m'en rende compte. Quand tu l'as vue, elle était à combien de mètres environ? Oh, peut-être une 10-15 à peu près. Oui, donc tu l'as vue.
Mais elle était calme. Tu sais, elle n'avait pas d'agressivité, elle n'avait pas le poil ébouriffé, comme quand un chien veut, tu sais, un chien qui est agressif après quelqu'un, il s'ébouriffe le poil pour paraître plus gros, mais non, elle faisait juste de me regarder. Et au niveau elle avait exactement la même physionomie que le premier loup-garou que tu avais vu? Oui, mais plus léger. La musculature était un peu moins imposante, la hure sur le dos était moins grosse aussi. Mais sa fourrure était marron clair, puis sur le devant, elle était beige. Et les yeux? Les yeux étaient un peu plus foncés. Ils tiraient plus sur l'orange. Un orange ambré. Et au niveau de la mâchoire, pareillement? Un petit peu plus légère, mais le même type de dentition. Les crocs à peu près développés de la même façon. Les mains, au niveau des mains, c'était la même physionomie aussi? Oui, les mains physionomies. Ils ont des doigts vraiment trapus. Mais pour te donner un exemple, on voit ma main comme il faut, mais c'est à peu près la même proportion par rapport à largeur, longueur. Ils n'ont pas des grands doigts. Et au niveau des griffes? Des griffes, je vais t'en montrer. J'en ai une ici. C'est pas une griffe de loup-garou, mais ça se rapproche beaucoup. Je sais pas si on la voit comme il faut. Ouais. C'est une griffe d'ours noir. C'est à peu près la. Vous regardez, tu peux voir par rapport à ma main, quelle taille que ça a. C'est à peu près la même taille, juste que la courbe n'est pas aussi prononcée. C'est un peu plus droit, mais c'est approximativement cette taille-là. Elle te regardait fixement? Ben, elle me regardait, tu sais, elle se bougeait la tête un peu, tu sais, comme un chien va faire, là, il va. Ouais, il n'y avait aucune agressivité. Hein? Est-ce que tu avais peur? Mon père m'a appris très jeune que quand tu as un animal qui a un potentiellement danger devant toi, même si tu as peur, faut pas que tu y montes. Elle va le savoir. L'animal va le savoir. Il sent ces choses-là. Il faut rester le plus calme possible. La panique est le pire ennemi qu'on peut avoir dans ces situations-là. Et ensuite, cet échange visuel a duré combien de temps? Bon 10 minutes. 10 Ce qui minutes. l'a interrompu, c'est qu'on a entendu un camion s'en venir sur la route. Elle, ce qu'elle a fait, elle s'est virée la tête de côté pour mieux entendre. Puis elle a sauté, un bon saut, là, on parle d'un saut de 3-4 mètres, là, pour aller dans les petits sapins qu'il y avait le long de la route. Puis Alors, derrière ces petits sapins. Hein? 3-4 mètres en un seul bond à partir des pattes arrière. Bon, mais elle s'est vraiment baissée. Elle a fait la flexion du genou, puis ce qui est l'équivalent du talon pour nous autres, elle était au maximum. Là. Elle ne pouvait pas le plier plus que ça. Pour se lancer le plus haut possible. Puis plus loin possible. En hauteur, elle a fait un saut de combien de mètres à peu près en hauteur? Ça devait être dans le plus haut, là. Elle devait être à peu près à 1,20 m du sol. Et en longueur, 3-4 mètres, c'est ça? 3-4 mètres, là. J'ai pas mesuré, là. Est-ce que il neigeait aussi, là. Oui, tu as dû être en admiration devant la beauté et la grâce de cet animal. Oui, c'est une force de la nature, là. C'est comme. C'est rare. J'ai vu beaucoup d'animaux dans ma vie. Puis des animaux qu'on voit pas souvent, là. Puis ça, c'est quelque chose, c'est exceptionnel, là. De voir les capacités physiques de l'animal et les capacités mentales aussi. Donc, t'as pas l'impression de regarder un animal stupide. C'est vraiment extrêmement intelligent. Ça se voit dans ses yeux. Absolument. Alors, c'est pas tout. Tu as encore vécu d'autres choses ensuite. Oui. Je te dirais peut-être une semaine ou deux. C'était un petit peu avant le solstice d'hiver. J'étais chez nous. J'étais en train de faire ma vaisselle. Et on s'entend à ce temps-là de l'année, à 4 heures de l'après-midi, il fait déjà noir. Fait qu'on allume, moi, j'avais pas encore l'électricité dans la maison, j'étais dans les travaux. Puis j'avais mes lampes à l'huile. Je faisais mes petites affaires. J'étais en train de faire la vaisselle. Puis ça donnait que la fenêtre de la cuisine, c'est la plus grande fenêtre de la maison. Puis là, je suis penché, je fais ma vaisselle, je mets ça sur le côté, je suis ça. Puis là, j'ai comme remarqué en périphérique
il y avait de quoi dans la vitre qui n'était pas là d'habitude. Tu sais, je me lève la tête tranquillement, puis je vois deux petites têtes qui me regardent. Mais eux autres ne sont pas éternisés, disons. Quand ils se sont rendus compte que je les avais vus, ils se sont sauvés. Ben, Oui, pardon. C'était deux petits. À cause, Deux- quand ils se sont sauvés, Ils étaient à combien de mètres environ de toi quand tu les as 1 vus? mètre. Si on Un calcule mètre. la longueur du comptoir puis la fenêtre, c'est 1 mètre. Ah oui, ils étaient vraiment juste devant. Ils Ah, faisaient il y quelle avait taille à ça peu que près? dans la vitre. Ils faisaient quelle taille à peu près? De ce que j'ai mesuré, à cause quand ils se sont sauvés, j'ai sorti dehors pour voir par où ils étaient partis. Puis disons que c'est extrêmement rapide. Donc, j'ai pas eu le temps de les voir par où ils ont rentré dans la forêt. Mais j'ai pris mon ruban à mesurer. J'ai mesuré, il était debout sur une pile de bois qui était à côté de la maison. J'ai mesuré où ce que les traces de nez étaient dans la vitre. Puis ça me donnait 1,40 m. Ouais. Ouais, d'accord. Et au niveau de la gueule, comment est-ce que tu arrivais à identifier que c'était des jeunes tout de même au-delà de la taille? Ben, c'est de la manière que la tête est faite. C'est quand on prend un loup adulte, puis on prend un louveteau. Il y a une différence au niveau de l'anatomie du crâne. Mais chez le loup-garou, cette différence-là, on la voit. Ouais, mais d'autant plus que tu pouvais être objectif puisque tu en avais vu deux avant adultes. Oui, 2 adultes. C'est ça, là, je voyais les 2 petits. Ben, il y en avait un qui ressemblait un peu plus à sa mère, puis l'autre ressemblait plus à son père, de ce que je peux voir. Dans la logique de l'idée, les parents, ça doit être ceux-là que j'ai vus avant. C'était tout en dedans de peut-être 1 hectare de terrain. Toutes les rencontres se sont faites en dedans de ce carré-là. Dans la logique de l'idée, les petits sont ceux-là des 2 adultes. Et au niveau de la physionomie, de la gueule, il y avait des petites différences ou pas? Par rapport aux adultes? Ouais. Ah oui, un peu plus fin, un peu plus léger. Ils ressemblaient plus à des loups, rendus là. Les dents, on voyait que c'était des petits chicots de bébé, là, encore. Au niveau je vais revenir sur la globalité, la longueur des bras. Facilement, là, 1 mètre facile de bras. Donc, très long bras. Disons, par rapport à nous autres, on a tient une bout, on a, mettons, la main qui arrive à mi-cuisse. Ouais. Je parle de l'humain. Eux autres, la main arrive à peu près à hauteur du genou. Je voulais revenir aussi sur le premier loup-garou que tu as vu, le mâle, la façon dont il s'est barré. Comment il s'est enfui? Ah, il s'est même pas enfui. Puis il s'est viré bien tranquillement, puis il est parti à marcher. Puis... il n'y avait pas de stress. Ouais. Et il a marché bien tranquillement. Puis... t'as pas eu envie de le suivre? Ben, j'ai appris que avec les autres sortes d'animaux sauvages qu'un carnivore essaie pas de le suivre. Il pourrait prendre ça pour une provocation. Ouais, je dis ça dans le sens où, bon, si c'était un ours, bon, bah voilà, c'est largement identifié, tu sais ce que tu risques et tu sais que tu en reverras sans doute plein dans ta vie. Mais par contre, un loup-garou, il y a une chance sur quand même, je sais pas combien, que tu en vois d'autres. C'est quand même une vision absolument exceptionnelle, quoi. Oui, c'est exceptionnel. Mais c'est qu'après la rencontre des 2 petits, j'ai continué à observer, voir qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai remarqué que plus en plus je les voyais. J'en entrevoyais un passer dans travers des arbres pas loin de la ferme. Mettons que j'allais à la chasse, il y en a un qui me suivait. De loin, là, mais j'arrivais à le voir. Alors, donc, tu dirais que les loups-garous sont assez familiers dans ton quotidien? Ben, jusqu'à ce que je me mette en couple. Je les voyais aux 2 jours, pratiquement. Puis, ça va paraître fou, là. C'était quasiment à croire que j'étais rendu leur nounou, là. Fait que je voyais les petits plus souvent que les adultes. Puis c'était pas rare, mais des fois, je me levais à la nuit, mettons pour aller à la toilette ou aller boire de l'eau, que je les voyais. Ils se promenaient dans le champ. Ah, il est à côté de la maison. Il y a même un hiver,
il y avait eu une tempête particulièrement violente cette nuit-là. Puis le matin, il y avait un paquet de traces en avant de ma grange à foin. Puis il y avait une pile de foin de tassé. Mais vraiment grand. Je veux dire qu'il y en a un ou deux qui ont dormi là pendant la tempête pour se protéger. Il avait carrément rentré dans la grange à foin. Au niveau de la taille des traces que tu as vues? Ceux-là, des petits, je te dirais, mettons, je mettais ma main comme ça dedans. Puis ça cotait pas mal partout. Ouais. Ouais, c'est vraiment des traces les mêmes qu'un canidé, quoi. Oui, les mains qu'un canidé, c'est juste la proportion beaucoup plus grande. Puis ceux-là des adultes, on s'entend, là, ça va chercher un 30-35 cm, là, si c'est pas plus. Là. Donc là, on parle bien de 4 loups-garous, un mâle, une femelle adulte, 2 petits, c'est ça? Oui. Et au niveau... il y avait une cinquième, je sais que c'était une, mais elle, on la voyait juste l'hiver. Alors tu peux raconter ça? Hein? Raconte-nous. C'est que c'est dans la même hiver que j'avais vu la femelle et les petits. En allant à la chasse au petit gibier, je me suis fait surprendre par un blizzard. Vu qu'on est sur le bord de mer, ça arrive souvent qu'il y a des tempêtes qui commencent d'un coup. Puis en revenant chez nous, j'ai vu de quoi de blanc. Mais ça dépassait dessus. Je me suis dit, OK, il n'y a pas de souche là, il n'y a pas de crête devant dans ce secteur-là. Là, j'essaie de voir c'est quoi, mais je voyais que ça se déplaçait aussi. Fait en m'approchant, je me suis rendu compte que c'était un autre loup-garou. Mais elle était complètement blanche. Mais c'est pour ça qu'on la voyait juste l'hiver. Puis dans les hivers, je l'ai revu. Ouais, c'était un loup-garou blanc. Blanc. Complètement blanc. Est-ce que tu as eu du mal à utiliser le terme loup-garou ou pour toi, c'était automatiquement, tu l'as bien vu, c'était bien un loup-garou, il n'y a pas d'autre mot? Ben, pour moi, personnel, j'ai pas de misère avec le mot loup-garou. C'est l'entourage qui a de la misère avec ça. Eh oui. C'est ça, ouais. Il dit, comme qu'ils disent, arrête avec tes histoires de ma grand-mère. Puis, ils te prennent pour un barge ou pas? Bon, je suis considéré comme un barge tout court. Ouais, moi aussi, bienvenue au club. Ben ouais, mais quand on est marginal moindrement, là, quand on ne fit pas dans le moule, là, on se fait mettre de côté. À qui le dis-tu? Et oui, parce que le loup-garou porte différents noms selon les pays, selon les cultures. Et il porte certains noms par chez toi? Bon, il appelle ça un loup-garou. Ou c'est tout simplement. Werewolf, en anglais. Ça, on est dans une zone francophone, puis c'est loup-garou. Ou homme-loup. Ouais. Je voulais revenir sur d'autres détails. Donc, le loup-garou blanc, tu l'as vu entièrement ou pas? Ben, j'ai réussi à me rentrer assez proche, de me rendre assez proche de elle, à cause j'ai vu que c'était une femelle, pour voir les détails à travers de la neige. Là. Ben, elle avait l'air à avoir de la misère. Là. Et elle devait être super belle en blanc. Ouais, elle était magnifique. Là. Mais je me suis rendu compte en la voyant se déplacer qu'elle avait l'air assez âgée. Puis la dernière fois que je l'ai vue, on parle peut-être de 2 hivers après, j'avais réussi à m'approcher un peu plus. Puis là, il n'y avait pas de blizzard ce coup-là, mais on était dans un couvert forestier assez dense. Puis j'ai pu constater qu'il manquait des dents dans la bouche. Ça veut dire qu'elle est quand même assez âgée. Si on regarde chez les chiens, ils commencent à perdre des dents vers 14-15 ans. Et tu l'as détecté aussi au niveau de la fourrure ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire par détecter? Est-ce que tu as vu que sa fourrure était un peu abîmée, elle était vieille ou pas? Non, la fourrure était quand même assez bien, en bonne condition. C'est sa démarche. C'est plus la manière qu'elle marchait. On voyait qu'elle peinait dans la neige. Elle avait de la misère, elle boitait d'un côté. Mais c'est le fait que je voyais qu'il manquait des dents. Mais c'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle mesurait combien environ? Oh, elle devait être dans peut-être 1m15, 1m20. Un peu plus grande que l'autre femelle. Mais pas beaucoup. Elle était à 4 pattes? Elle était sur 2 pattes.
À quoi, 4 pattes avec l'épaisseur de neige qu'il y avait, là, c'était pas une bonne idée. Alors donc, elle était vraiment petite, hein. Ah oui, mais elle était à peu près un peu plus grande que la première femelle que j'avais vue. Mais on voyait qu'elle était beaucoup plus âgée. Alors, j'ai pas compris, excuse-moi, juste qu'on se comprenne bien. Elle mesurait combien, du coup, en taille? En taille, elle était à 2,10 m, 2,20 m. Ah, d'accord, parce que j'avais compris 1 mètre et quelques. Ah, ok, non, 1 mètre, ça va être un bébé. Ok, d'accord, oui, Non, je elle le était au-dessus de 2 mètres. Et est-ce que tous ces loups-garous-là, est-ce qu'ils avaient une longue queue? Non, c'est ça que j'ai remarqué. La queue, il y en a. Ça ressemble à une queue d'ours, un petit moignon à peu près ça de long. Ça doit mesurer peut-être 8-9 cm. Gros, mettons 10 cm dans le plus long. Hmm. Mais ça, j'ai pas vu de queue. À Est-ce part que, le petit moignon. est-ce que tu as une idée de ce que le loup-garou mange? Oui. Nous autres, on vit dans une zone que la population de Sœurs de Virginie est une des plus importantes de la province de Québec. Puis disons que c'est leur aliment principal. Mais j'ai constaté qu'ils adorent le poisson. Mhm. Puis ils sont capables de manger des fruits aussi. Genre framboises, bleuets, fraises. Mais ils adorent les pommes. Encore combien de fois je les ai vus fouiller dans mon verger à l'automne? Des fois, il y a des pommes qui tombent, puis on ne peut pas les ramasser à cause il y a des bestioles, des souris qui ont été dessus. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des traces, puis il avait mangé des pommes aussi. Oui, c'est comme beaucoup d'animaux, hein. Ils mangent des fruits, des trucs, de l'herbe, des machins pour se purger aussi, pour ouais, ouais. Ben, se nettoyer, puis en même temps aussi, c'est que des fois, quand tu ne peux pas attraper ce que tu manges normalement, il faut que tu te rabattes sur d'autres choses. Ouais. Ouais. Alors, il y a peut-être eu, tu as entendu parler de bétail qui disparaissait, qui se faisait attaquer dans le coin? Non. Ça arrivait avec des coyotes un peu, mais des batailles attaquées par des très gros animaux, non. Ben, c'est comme j'expliquais tantôt, ils sont extrêmement intelligents. Puis ils ont appris avec le temps, puis sûrement qu'ils se transmettent la connaissance d'une génération à l'autre, de ne pas attaquer les humains ou les animaux des humains. À cause, c'est une guerre déclarée en partant. Alors, j'ai eu un témoignage de chiens qui étaient derrière une clôture de 2 mètres et qui ont disparu en une seule nuit. Enfin, il y avait voilà, des problèmes avec un loup-garou dans cette zone-là. J'ai vu aussi un autre témoignage en Angleterre, une personne qui a vu un loup-garou en train de bouffer un berger allemand. Oui, Donc, ça, tu en avais parlé sur tes reportages. ouais, ouais, ouais. Et disparition de bétail aussi, des poules, des trucs comme ça également. En tout cas, dans ma région, hein, je parle. Il y a des témoignages comme ça, ouais. Je vais t'expliquer. Là, j'ai cogité là-dessus, je savais que tu allais me poser la question. Ouais. Si on compare France, Angleterre, les pays d'Europe, comparé à l'Amérique du Nord, c'est la densité de population par rapport au territoire, puis la densité de gibier par rapport au territoire. Mm-hmm. C'est que si le loup-garou a assez d'espace pour faire ses activités sans être en contact avec les humains, puis s'il y a assez de nourriture pour le soutenir sur le territoire. On s'entend que les forêts en Europe sont beaucoup moins grandes qu'en Amérique du Nord. Nous autres, en Amérique du Nord, là, les forêts, là, ça perd de vue. Là. Puis on s'entend, le gibier, il y en a partout. Ouais. Okay. Si t'as mettons dans la tête d'un loup-garou, t'as le choix, hein? Ah, je me pogne un cerf, je vais être peinard, je vais pouvoir manger. Ou je vais aller me pogner une vache, mais il y a une chance sur 2 que je me prenne une balle par la tête. Le calcul n'est pas long à faire. Il va aller se rabattre sur ce qui est moins dangereux pour lui. Oui, c'est une question de survie de l'espèce. Oui. Ouais. Mais ça, ils sont vraiment intelligents. Fait que, ils sont capables. J'ai remarqué qu'ils sont capables de reconnaître ce qu'on a dans les mains. Si on est armé ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? J'expliquais dans ce que je fais à ceux qui me posent des questions pour en savoir plus que le loup-garou n'attaquait pas, sauf si il avait vraiment une dalle d'enfer ou il avait peur. On est d'accord? Oui. N'importe quel animal qui est coincé ou qui est terrorisé va être dangereux. Un campagnol, c'est gros. Je peux en tenir 4 dans ma main. La max, c'est petit.
Mais s'ils sont coincés, là, c'est un animal qui peut être terriblement dangereux. Ça nous entaille les doigts, ça nous griffe. Ça va tout faire pour se sauver. Un loup-garou qui est coincé ou qui n'a pas d'issue, ça va être une machine de guerre. Ouais. Pour être capable de se sortir de là. Est-ce que tu as eu l'idée de mettre, parce que tu as un privilégié, hein, et tu le sais, je pense, tu en as vu quand même pas mal. Là, tous ceux qui nous écoutent sont en train de se dire, ah putain, il a eu de la chance le mec, j'aurais adoré voir ça. Puis en même temps, ils doivent se dire que ils auraient eu peur. Également, toi, bah voilà, heureusement, t'es maître. Bon, t'es un beau gaillard, quoi, et t'es maître de tes émotions, heureusement. Mais du coup, fort de ces expériences, tu t'es pas dit, je vais placer des caméras nocturnes à gauche, à droite pour l'avoir concrètement. Ah bah, on a la même, presque. Ouais. Ouais, mais moi, c'est que je l'ai mis pour savoir qu'est-ce qui venait dévaster mon potager. Puis, j'ai fait une constatation. Quand je dis qu'ils sont intelligents, j'ai ça caché le long du potager pour voir qu'est-ce qui vient de faire mes récoltes. Puis, à l'intervalle de tous les 2 à 3 jours, j'avais une photo noire. OK. Pourtant, en vision nocturne, il y a tout dessus. J'ai fait une expérience. J'ai enlevé les photos dessus de la caméra. Je les ai transférées sur mon ordinateur. Et ce que j'ai fait, j'ai replacé la caméra exactement au même endroit, mais j'ai passé le râteau en avant. Pour enlever toutes les feuilles, les petites brindilles. Puis, quand je voyais une photo noire, j'ai regardé la date, puis je regardais s'il y avait des empreintes au sol. Ils sont assez intelligents pour savoir c'est quoi. Puis ils se sont rendus compte qu'est-ce que c'était. Puis en regardant avec une loupe sur ma caméra, je me suis rendu compte que j'ai des traces de pattes dessus. Ils se mettent la patte dessus, puis ils passent. Puis une fois qu'ils sont passés, ils s'enlèvent la patte. Pour être sûr de ne pas se faire photographier. À ton avis, ils connaissent donc la technologie, quoi. Ils savent c'est quoi. Dans la région où j'habite, tout le monde en a au moins un, minimum. Tout le monde. Puis j'en connais, là, il y en a 12 là, même, cachés partout. Ta compagne, elle en dit quoi? Elle n'est pas au courant. C'est vrai? Non, elle aurait trop peur. Ben, mon fils, par exemple, est au courant. Il en dit quoi? Ben, lui, la première fois qu'il en a vu un, il devait avoir peut-être 4-5 ans. Puis il me regarde. On marchait dans la forêt. On était à l'automne. Il dit, papa, j'ai vu un loup d'un arbre. J'ai dit, attends, répète-moi ça. J'ai vu un loup d'un arbre. On s'entend, un loup, c'est pas bâti pour grimper. Mais il l'a vu dans l'arbre. Puis cette année, on a été faire une randonnée pour le solstice d'hiver dans la montagne où j'ai mon érablière. Puis ça a donné que lui, ça va arrêter pour ramasser des petits cônes de conifères. Puis il dit, papa, il y a quoi qui nous suit? Moi, j'ai pas bougé. J'ai dit, OK. J'ai dit, décris-moi ce que tu vois. Il dit, c'est grand. Il dit, c'est une tête de loup, puis c'est noir. Je me suis viré tranquillement, puis du coin de l'œil, je l'ai vu. Il nous suivait à travers des heures, mais il s'arrangeait pour pas qu'on le voie. Disons, il avait manqué son... Hein? À ton avis, pourquoi est-ce que les loups-garous, à ton avis, hein, qu'ils suivent comme ça? Ben, c'est qu'il y a une grande période, dans le temps que j'étais célibataire, quand j'étais souvent à la chasse, à l'automne, puis à chaque fois que je tuais un animal, je leur avais aménagé une mangeoire dans la forêt. Puis toutes les parties qu'on mange pas, genre, mettons les abats, le diaphragme, c'est toutes ces parties-là, je les mettais dans un seau, puis je les ramenais. J'avais fait une mangeoire exprès pour eux autres. Donc, un ours ne pouvait pas aller dedans, une corneille ne pouvait pas aller dedans. Je l'avais conçu vraiment pour voir qu'est-ce que ça allait se faire. Puis, il avait l'habitude d'aller manger dedans quand il y avait de quoi. Puis, quand que je la remplissais, j'ai un olifant à la maison. Ben, c'est une corne de brume. Puis, je donnais un coup de corne de brume, puis je m'en allais. C'était comme le signal, j'ai mis quelque chose. Puis, il avait pris l'habitude de venir manger là. Puis,
j'ai remarqué, à partir que j'ai commencé à faire ça, j'ai arrêté d'avoir des coyotes ou d'autres cochonneries qui venaient essayer d'attaquer mes animaux. À l'instant que j'ai commencé à leur donner à manger, les attaques de coyotes et de chiens errants ont arrêté. C'est comme s'ils protégeaient la ferme. Oui, oui, oui. Tu n'en as jamais vu à quatre pattes courir? Ben, courir, non. Je sais qu'ils sont capables de le faire. Mais moi, ça a donné que je les ai pas vus à quatre pattes. Alors, je reviens là sur le loup-garou dans l'arbre, car tu le verras sur Loup-garou France, j'ai un témoignage aussi qui va dans ce sens-là, un loup-garou dans un arbre qui s'est écrasé par terre sous son poids, en fait, qui a explosé une branche qui n'était pas du tout pourrie, d'environ 15 cm de diamètre. Donc, tu verras ce témoignage-là prochainement sur Loup-garou France. D'ailleurs, tu as découvert comment Loup-garou France? Ben, ça dit que je faisais des recherches justement sur le loup-garou. Tu sais, je regardais des vidéos, mais je vois ça, Loup-garou France. Je pense que tu venais de mettre la chaîne en ligne. Là. Ça devait faire peut-être 2 semaines. Là, je vais écouter ça. Comment ça écouter ça? Il y en a un autre. Bon, c'est l'autre. Je les ai tous regardés. Wow. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'explique? Tu sais, ça fait plus de 20 ans que je suis spécialisé dans le domaine tout de même. Et là, j'ai ouvert cette chaîne effectivement le 31 octobre 2020. Donc, c'est assez récent au moment où on parle. Nous sommes le combien? Nous sommes on est le 22 mars. 22 mars 2021. Donc, c'est quand même une chaîne encore assez récente. Et j'explique à l'audience, en fait, que même s'il y en a qui sont pas d'accord par manque de connaissances, hein, c'est que c'est pas un djinn, un esprit ou un homme qui se transforme en loup ou que sais-je. C'est véritablement une vraie créature, un vrai animal, ce qu'on appelle un cryptide non répertorié officiellement pour la science, mais c'est pas un homme qui se transforme et c'est encore moins un esprit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Ben, regarde, si ça serait un homme qui se transformerait, un homme, ça fait quoi? Mettons, 1m70, 1m80. Pour que le squelette se modifie pour pogner 2m20, 2m30, 2m50, le gars voudrait mourir si ça ne serait pas déjà fait à terre. Un squelette ne peut pas se modifier comme ça. Bien sûr, c'est complètement incohérent, quoi. Et puis, quel serait l'intérêt à un esprit de se matérialiser sous la forme d'une créature comme ça, qui se promène dans la forêt à gauche à droite, qui mange, qui... Ben, ça, de quoi de tangible? Comment? Chez les Autochtones, comme je parlais tantôt, eux autres n'en voient. Mais pour eux autres, c'est l'esprit des ancêtres qui se réincarne dans cette créature-là, mais ils sont intangibles. La différence entre ceux-là que j'ai vus, ils sont tangibles. C'est ça la grosse différence. Dans certaines mythologies, tu vas avoir des créatures qui ont cette forme-là, mais sont intangibles. Tu ne peux pas leur toucher. Ils ne laissent pas de traces, ça ne mange pas. Bah oui, bien sûr. On est d'accord. Déjà là, on a une bête qui doit peser dans le bas mot 300-400 kilos facilement, avec la masse musculaire que ça a. Ça fait des empreintes assez évidentes, mais ils sont assez intelligents pour ne pas en laisser trop. Donc, j'ai fait une constatation. Je ne sais pas si tu as eu mon message en fin de semaine. J'en ai vu un vendredi. Oui, tu m'as dit que tu venais juste d'en voir un. Donc, raconte. J'étais en train de couper du bois de feu. Là, je suis en train de dégager un site pour faire une cabane à sucre. J'ai beaucoup d'érables à sucre sur mon terrain. Puis, il y a beaucoup de sapins dans ce coin-là. Puis, on a fait la constatation, tout le monde autour, à chaque fois qu'on abat des sapins, les cerfs de Virginie, ils débaroulent là, quand on a fini. Une fois qu'on est parti, les autres, ce qu'ils veulent, c'est les pousses. D'accord. Puis, pendant que je coupais le bois, j'arrête la tronçonneuse, ramasse les morceaux de bois que j'ai coupés, je mets ça dans un coin. Mais là, j'entends du bruit en arrière. Puis là, je me vire tranquillement, puis je le vois. Il est dans un sapin. Je voyais pas le tas, je voyais, mettons, de là en haut. Il était plus haut que les sapins. Puis il regardait c'est quoi que je faisais. Puis il est reparti bien tranquillement. Mais j'ai fait la constatation qu'ils se servent de nos pistes qu'on prend pour sortir le bois. C'est-à-dire? Ils savent qu'ils ne laissent pas de traces sur ces pistes-là.
Donc, quand on prévoit que, mettons, abattre les arbres d'une certaine zone, ce qu'on fait à minute que la neige commence, on foule une piste. On compacte la neige tout le temps, tout l'hiver. Même si on va juste couper le bois au mois de mars. On compacte nos pistes. Fait que ça fait qu'on peut travailler sans avoir nos raquettes. Ouais, ok. Faut pas être dans la neige jusqu'à là. Ouais. Ben, eux autres, ils ont compris que s'ils marchent là-dessus, ils laissent pas de traces à terre. Puis de ce que j'ai vu, lui que j'ai vu vendredi, c'est un des bébés que j'avais vu dans ma fenêtre de cuisine. Comment tu sais dire que c'est un bébé? Ben, même couleur, même patron de fourrure est exactement le même. Les yeux sont la même couleur. Puis il y avait une cicatrice au-dessus d'un œil, puis il y a la même cicatrice, lui que j'ai vu. Exactement à la même place. D'accord. Ouais, il était à combien de mètres de toi? Oh, peut-être une 20-25. Il se tient tout le temps à peu près à cette distance-là. Et c'était donc un sapin de quelle taille? Ah, le sapin est à peu près de ma hauteur. Je fais 1m63. Tu fais 1m63, d'accord. Donc, puisque le loup-garou, en l'occurrence, sa tête dépassait du sapin. Ouais, mais lui, il était enfoncé dans la neige aussi. Là. D'accord. Parce que comme c'est un jeune, il faisait quelle taille à peu près? Ben, lui, il doit être rendu à sa taille adulte. Là. De ce que je peux voir, quand j'ai été voir les empreintes dans la neige, puis si je me fie à la profondeur qu'ils ont, plus la hauteur du sapin, plus ce que j'ai vu par-dessus, là, il doit être à 2,60 m. Ouais. Il est vraiment gigantesque, celui-là. Si c'est lui que je pense, il est plus grand que son père l'était. 2,60 m, donc, parce que les jeunes en question dont tu parlais tout à l'heure, ils étaient beaucoup plus petits. Oui, il était à 1,40 m à peu près. Ouais. Mais de ce que j'ai pu observer, à la vitesse que ça grandit, ça prend à peu près entre 5 et 6 ans pour avoir le taille adulte. De ce que j'ai pu observer. Tu penses qu'ils grandissent très rapidement, c'est ça? Assez rapidement. Pas autant que d'autres animaux, mais ça grandit quand même assez rapidement. En quelques heures? Non. C'est que les petits, je les avais vus il y a 11 ans. Là, j'ai revu le même. Ah, ok. J'arrivais pas à comprendre, en fait. Ok. Ah, ben, les petits que j'avais vus dans le passé, ils sont rendus adultes. Puis de ce que j'ai pu voir hier, en allant s'occuper de mes animaux, j'ai vu un jeu d'emprunt dans l'enclos. Ok. Puis de ce que je peux voir, il y a une autre génération qui est arrivée. Est-ce que tu dirais que... Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, dis-moi. C'est qu'il y a une autre génération de loups-garous qui viennent de rentrer sur le tableau. Ouais. J'ai vu des empreintes, puis ils étaient fraîches du matin. À ce temps-ci de l'année, la neige, là, elle fond vraiment rapidement. Puis une empreinte, là, au bout de 2-3 heures au soleil, là, on la voit plus. Tellement que ça fond. Elle était fraîche, là. Je suis arrivé à 8h30, puis le soleil commençait à plomber dessus. J'ai eu à deux reprises des traces de ce que j'identifie comme étant un loup-garou. Est-ce que tu les as vus? Les loups-garous? Ben, les traces que j'ai eues dans les 2 premiers reportages, j'ai eu des traces. Oui, je les ai vues. D'accord. Est-ce que tu as une dans la forêt de Salazac? C'est ça, ouais. Et l'autre à Nice. Hein? L'autre à Nice. Oui, je les ai vus. Celui-là de Salazac, ça se rapproche énormément de ce que j'ai vu. C'est qu'on voit qu'il a glissé. Ouais. Puis de ce qu'on peut voir, j'ai regardé le reportage au complet, il n'y a pas de point d'eau proche. On ne voyait pas de ruisseau, on ne voyait pas de rivière. Fait que probablement que le trou de vase où ce que tu étais, c'est son point d'eau. Je pense aussi, et je pense en fait, en rediscutant plus tard avec une dame, tu verras son témoignage, Mireille, elle a vécu là en fait quand elle était jeune, c'est une dame de 68 ans, et elle explique en fait que si j'avais continué encore un peu, il y avait un point d'eau plus loin quand même, tu vois. Ok. Bon, il y a tout de même un point d'eau, mais puis oui, des traces donc du côté de Nice, on voit que c'est des traces qui ont, enfin je crois, qui ont ripé parce que c'est des petits cailloux, c'est très,
Voilà, donc les traces sont pas claires comme dans la neige ou comme dans, tu vois, Dans de la boue. Bah ouais, bah là c'est vraiment ça rip et donc je trouve qu'elles sont un peu moins claires, mais ça se rapproche en tout cas des traces que toi tu as vues. Hein. Ben, en tout cas, celle-là qui est à côté du trou de vase, Oui. c'est pas identique, mais presque. Là. Et tu voudrais pas prendre maintenant, enfin essayer d'investir dans un caméscope, appareil photo, tout de même pour essayer de conserver ces pièces à conviction. Ouais, c'est dans les projets, c'est juste qu'on a fait un très gros investissement à faire. On a acheté une série. Fait que disons que les paiements, ils passent là-dessus. Oui, oui, c'est un investissement, c'est obligatoire pour se chauffer, quoi. Ouais. Ben, c'est pas juste ça, c'est que je suis en train de faire du bois d'œuvre pour agrandir ma maison, vu que je suis plus tout seul. Ouais. Non. Puis en même temps, il faut que j'agrandisse mon étable aussi. Oui, d'accord. Au prix que le bois d'œuvre a présentement, aller à la quincaillerie, c'est pas une bonne idée. Parce que là, en tout cas, tel que tu es parti, si tu as possibilité à un moment donné de t'acheter effectivement un caméscope ou un appareil photo, tu pourras, je pense que tu pourras avoir vraiment quelque chose, quoi. Et en tout cas, dès que tu as quelque chose, tu me l'envoies, évidemment, quoi. Ah oui, ben, ouais. C'est ça, c'est que ça. Hier, c'est ça, j'ai vu les traces fraîches hier matin. Puis ça, c'est les nouvelles les plus fraîches que j'ai aujourd'hui. Elle mesurait combien environ? Ah, c'était la taille de ma main à peu près, là. Ouais. C'était vraiment un jeune. Et est-ce que tu dirais que dans ta vie, depuis que tu as vu des loups-garous, il y a comme tout de même un avant et un après? Je te dirais, avant, on s'entend, il y avait une crainte, mais à force de les observer puis de les côtoyer, si on peut appeler ça côtoyer, on apprend à comprendre ces êtres-là. Puis c'est pas le genre de créature qui va essayer de chercher les problèmes. Ils essayent juste de faire leur vie. C'est une des raisons pourquoi je. Hein? C'est une des raisons. Excuse-moi, ce télescope, mais tu as utilisé le qualificatif de merveilleux, un animal merveilleux. Oui, c'est que c'est un peu comme quand on regarde un requin blanc. La manière que c'est fait, la manière, tu sais, que ça fonctionne, tu sais, c'est une perfection. Et tout est fait pour être rapide dans l'eau, être efficace pour prendre ses proies. Le loup-garou, c'est la même chose. C'est comme le niveau de perfection de la nature. Tu sais, c'est intelligent. C'est capable de comprendre ce qui est autour de lui. C'est capable d'anticiper les choses. Puis au niveau physique, ils vivent dans la nature sauvage. On a des fois de moins 50, des fois, l'hiver. Ils sont dehors, là. Ils n'ont pas de chauffage, ils n'ont pas de maison. C'est comme. Ils sont capables de survivre à ça. Le loup-garou est là depuis la nuit des temps, depuis des millénaires. Hein. C'est pas juste voilà. Il y a des peintures rupestres qui les illustrent en France. Alors certains dans quelle grotte là, mais ils l'ont trouvé. Ouais. Certains arrivent comme argument stipulant que on n'a pas de preuves scientifiques, donc ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est pas à cause qu'on n'a pas de preuves scientifiques que ça n'existe pas. C'est que, je vais prendre un exemple, le Sasquatch. Ils disent que ça n'existe pas. Il y a des traces, il y a des photos. Il y a du monde qui ont des relations avec eux autres. Il y a, en Ontario, qui est la province à côté, il y a du monde qui leur donne à manger carrément. Puis ils viennent virer à tous les jours à côté de tous les soirs, pour être plus précis, autour de la maison. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce que la science ne s'intéresse finalement pas à ce sujet-là? Ils ont peur. Ils ont des valeurs établies, puis ils ont peur que quelque chose vienne les chambouler, à quoi ils vont faire qu'ils refassent le travail. Oui, il y a comme un formatage, en fait. Faut pas que ça c'est un peu comme quand les primatologues Diane Fossé et James Goodall ont étudié les gorilles de montagne puis les chimpanzés. Ils ont établi des affaires, puis il a fallu qu'ils se battent pour les faire accepter. Pour le loup-garou, c'est la même chose. Il y a d'autres arguments qui consistent à dire, bon, j'en ai déjà beaucoup parlé de tout ça, mais je voudrais vraiment savoir ce que toi tu en penses. C'est s'il y avait des loups-garous, on aurait retrouvé des ossements depuis le temps. Pas nécessairement. C'est un animal qui vit en forêt. Les forêts,
en France, c'est surtout du feuillu, de ce que j'ai compris. En Europe aussi. Mais si tu remontes vers le nord, c'est des forêts de conifères majoritairement, comme ici. Les forêts de conifères, le sol dans ces forêts-là est acide. Que s'ils enterrent leurs morts, comme nous autres on fait, les sols qui sont acides, un ours au complet de 300 kilos, tu l'enterres dans un sol, mettons, d'une sapinière, au bout de 2 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas une dent. Tout est dissous par l'acide du sol. Fait que s'ils enterrent leurs morts, comme nous autres on fait, ils s'arrangent pour pas qu'on les trouve. Puis surtout, le sol de la forêt fait son travail. Et puis lorsqu'ils vont passer l'arme à gauche, ils vont pas faire, ils se mettent complètement reclus de toute civilisation dans des zones vraiment particulièrement désertiques. Ouais. Oui, ils vont se mettre dans les zones où il y a le moins d'activité humaine possible s'il n'y en a pas partout, si ça leur fait leur affaire. Comme sur mon terrain, j'ai fait une constatation, j'ai un ravin où ce que je vois chasser régulièrement. Puis tu sais, c'est vraiment encaissé, là. C'est 2 falaises, là, puis c'est pas large dans le bas. Mais j'ai remarqué qu'ils se tiennent souvent dans ce coin-là. Mais c'est très difficile d'accès. On peut juste y aller à pied. Qu'est-ce que tu penses de l'idée que leur mode de vie, au-delà de la forêt et de la nature, des champs, tout ça, des rivières, ils passent pas mal de temps aussi dans des cavités, dans des grottes? Quand ils en ont à leur disposition. Ouais. C'est que souvent, j'ai remarqué, comme je disais tantôt, j'ai un berger allemand, puis je marche souvent en forêt avec. Puis il y a certaines zones, le ravin, puis une zone de l'érablière, le chien ne veut pas aller là. Il veut juste pas y aller. Il vire de bord, ça retourne à la maison. C'est comme, OK. Là, j'y retourne tout seul, puis j'explore un peu. J'ai fait une constatation, ils se font des terriers aussi. Ils vont choisir un arbre qui est à moitié déraciné, de quoi d'imposant, puis ils vont creuser en dessous pour se faire un abri. Un peu comme les ours font pour l'hiver. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Exactement. Gras, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que ça me fait plaisir parce que connaissant bien le sujet, je retrouve exactement toutes mes études, etc. Donc c'est rare quelqu'un qui connaît ce que tu connais. Hein. Donc je suis content. J'ai tout le temps été passionné par la nature. Puis quand j'ai... ma mère pourrait te le confirmer. Enfant, les National Geographic reportages, je les regardais toutes. Les émissions de David Suzuki, je les regardais toutes. Essayer de comprendre ce qui nous entoure. Comme j'avais écrit dans le message que je t'ai envoyé, ce qu'on ne connaît pas, on a tendance à avoir peur. Puis ce qu'on a peur, on a tendance à le détruire. Tout à fait. Tout à fait. J'ai 2 questions en une. Oui. Est-ce que tu as déjà vu un loup-garou, enfin dans les loups-garous que tu as vus, tu as déjà identifié que certains étaient en train de muer, c'est-à-dire des pertes de poils, et est-ce que tu as déjà trouvé des poils par terre? Des poils, oui, je l'ai trouvé. Puis ils vont muer, je te dirais, fin avril, début mai. Quand les chaleurs commencent à arriver. C'est le seul temps de l'année qui ressemble à des vieux tapis. Oui, tu as vu, il y a des touffes de poils à gauche, à droite, ils sont tout dégueulasses. C'est pareil comme un chien, mettons les gros chiens comme un berger allemand, husky sibérien, les malamutes. Ils muent de la même manière. La fourrure vient bordélique un peu, puis après ça, là, c'est comme un vieux tapis, là, ça décolle de tous les sens. Ça dure peut-être 2-3 semaines, puis ça arrête. Moi, j'ai su qu'il muait, en fait, c'est par rapport à du témoignage, mais toi, tu t'en as aperçu de quelle façon? À trouver du poil partout. Ouais. Et tu en as récupéré des poils ou pas? Je n'avais récupéré, mais c'est qu'on a eu une inondation, puis on a tout perdu les échantillons qu'on avait. Ouais, d'accord. Disons que c'est une des réalités de notre région, c'est qu'à tous les printemps, les rivières dégèlent, la neige fond tout d'un coup, puis on se ramasse Où est-ce qu'on marche à pied sec habituellement, on se ramasse avec de l'eau en dessous des bras. On en a déjà beaucoup parlé sur Loup-garou France aussi. C'est ce qui revient dans les silences. C'est aussi ce que j'ai vécu moi-même une fois. Le silence qui débarque comme ça soudainement, il se passe quelque chose, la présence d'un animal imposant. Est-ce que c'est récurrent chez toi?
Oui, ça est arrivé plusieurs fois, comme disons vendredi. Normalement, à ce temps-ci de l'année, on entend les corneilles, les jets bleus, les pigrièches, tout ce genre d'oiseaux-là. On les entend, là. Ils sont vraiment bruyants. Puis vendredi, c'était le calme plat, j'entendais rien. Silence radio. Puis justement, il était en arrière de moi. Comment tu expliques ce silence? C'est que les oiseaux, habituellement, en observant la nature, j'ai constaté qu'il y a certaines espèces d'oiseaux. Nous autres, on les appelle les stools. C'est quand on chasse, là, si tu croises une corneille ou un jet bleu, c'est les deux races principales de stools qu'on a. Ils voient un chasseur, ils vont se mettre à gueuler. Mais un certain son que les cerfs de Virginie et les autres gibiers connaissent. Ils savent que s'ils entendent ça, il faut qu'ils se poussent. Mais quand il y a un prédateur beaucoup plus imposant, mettons un ours ou un loup-garou dans ce cas-là, ils ferment leur mouille et ils disent pas un mot. D'accord, ils ont peur de finir en casse-croûte. Eh oui. Très bien. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je t'ai posé pas mal de questions. Tu as répondu voilà, à tout. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Oui. Dans un de tes vidéos, tu parlais de peut-être t'acheter une arbalète pour tes expéditions. Au début, oui, puis en fait, j'ai opté finalement pour du corps à corps, c'est-à-dire au cas où ça s'approchait. Au cas où ça vire au vinaigre. Ouais, j'ai opté pour ça. Oui. Je peux-tu te faire un cadeau? Oui. Je te regarde dans tes reportages, puis lui de Nice, quand tu as été à côté du buisson qui ressemblait à des bambous, là, puis ça grondait, là, tu étais en avant de sa grille. Là. Il était dedans. Le son que j'ai entendu, je l'ai déjà entendu chez nous. Puis il était vraiment proche de toi. Tu l'as entendu à quelle occasion? Ben, ça a donné des fois qu'on marche en forêt, qu'on marche trop proche de certains bosquets, ils n'aiment pas ça. À cause sûrement que leur tanière est dans ces bosquets-là. Fait que moi, ce que je fais quand je l'entends, c'est que je me tasse puis je vais plus loin. Ouais. D'accord, oui. D'ailleurs, les loups-garous, ce que tu as vu, ne faisaient pas de son. Non, quand je les vois, ils font pas de son. C'est juste quand j'approche certains bosquets qu'il y a dans la forêt, où que les sapins sont touffus, des places cachées. D'accord. Probablement que leur tanière ou ce qu'ils ont leur bébé est là. Et donc oui, enfin ouais, en tout cas, voilà, au début, j'avais opté pour une arbalète, et puis après, en réfléchissant, il me faut quelque chose de beaucoup plus mobile déjà, où je pourrais me défendre beaucoup plus facilement, et aussi au niveau du corps à corps. Donc j'ai opté pour le katana, voilà. Donc. Ok. Mais acceptes-tu que je te fasse un cadeau? Bien sûr. Attends, donne-moi une minute. C'est un épieu de chasse que j'ai fait. Ça, c'est le mien. Mais je pourrais t'en fabriquer un. Faudrait juste que j'aille ton adresse pour pouvoir te l'envoyer. Carrément, ouais. Ce que tu as à faire, c'est mettre une perche dessus. Puis l'avantage, moi, je te le ferais escamotable. Fait que quand tu te déplaces, tu aurais une goupille de sécurité que tu peux enlever le fer dessus le manche. Le manche te sert de bâton de marche. Puis si ça vire à la sauce, tu fais juste de remettre la tête dessus, tu remets la goupille. C'est très efficace. Oui. Chasse le cerf de Virginie avec ça. Puis un orignal, on parle d'une bête qui pèse au-dessus d'une tonne. Je suis capable de l'écraser avec ça. C'est conçu pour ça. Wow. Ah oui, c'est toi qui fabriques ces trucs? Ah oui, j'ai une forge en ferme. Génial. Je ne suis pas un fermier conventionnel non plus. Ah ouais, super, ok. Bah écoute, ouais, je veux bien. C'est vraiment sympa de ta part. Et parce que l'idée, tu vois, tu l'as bien compris, hein, mais je le dis aussi pour l'audience, le but, c'est pas d'aller chasser, ça veut dire tuer du loup-garou. On chasse dans le sens où on enquête, on essaie d'avoir un maximum d'éléments, de preuves, c'est dans ce sens-là, mais c'est vraiment en cas d'autodéfense. C'est pas pour aller attaquer. C'est ça, je t'en offrais une pour ta sécurité. S'il arrive une tuile, t'es face à face avec lui, puis comme je disais tantôt, il est coincé, c'est toi ou c'est lui. Ouais, bah vaut mieux que ce soit lui. Hein. Ouais, mais ça, pour ta sécurité, je t'en forgerai une. Faudrait juste que tu m'envoies ton adresse. Carrément, ouais, carrément. Si j'avais une dernière question. Avant d'en voir, est-ce que tu croyais au loup-garou? Bon, bien sûr, tu en avais entendu parler, tu avais vu voilà, quelque chose quand tu étais gamin, mais est-ce que tu croyais vraiment que c'était comme ça exactement? Je les avais imaginés plus petits.
Mais j'ai tout le temps cru que ça existait. Fait qu'aussi, tu recoupes les légendes puis les mythes. Il y a trop de légendes qui sont semblables. Ouais. Ouais. Au niveau du loup-garou, la description est pareille, à part 2-3 détails près. Mais ça, c'est des adaptations par rapport aux ce qu'ils sont. D'accord. En tout cas, si tu as l'occasion d'en revoir un, n'hésite pas à me le dire. Si tu arrives à obtenir des traces quelconques, je sais pas, des poils, voire même. J'ai eu un témoignage, tu le verras dans pas longtemps sur Loup-garou France, au moment où on parle, il n'est pas encore en ligne. Le gars, il a trouvé une tête de loup-garou d'environ 70 cm. Tu vois, donc. 70, ça en était un beau. Ouais. Pour une taille comme Et ça, là. ils étaient jeunes, tu vois, ils savaient pas ce que c'était, ils connaissaient rien au loup-garou, c'était le dernier de leurs soucis, mais ils ont vu la tête énorme dans le bas-côté. Alors comment cette tête est arrivée là, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé là, on ne sait pas, mais puis c'est une époque où, bah, tu sais, il n'y avait pas de téléphone portable, il y a plus de 25 ans, un truc comme ça, tu vois, il n'y avait pas de téléphone portable, tout, donc il a pas. C'est sûr que si c'était aujourd'hui, il aurait pris des photos, des vidéos. Ah oui, c'est sûr. Je pense que je suis un des rares qui n'a pas de portable. Mais oui. En tout cas, voilà, ouais, c'est vrai que si tu peux essayer d'avoir un peu de matos à un moment donné pour obtenir plus de preuves, ça serait vraiment super, et notamment pour toi, pour tous ceux qui s'y intéressent, ce serait vraiment intéressant. C'est ça, mais moi, ce qui me fait peur un peu dans ça, là, c'est je veux pas me ramasser avec des zélés qui sont faciles de la gâchette, qui débarroulent d'approche de chez nous avec des fusils pour essayer de les débarquer. Ah oui. C'est ça qui m'inquiète le plus là-dedans. Tu sais, il y en a qui disent, il y a un loup-garou là, il faut aller le tuer. Pourquoi? C'est clair. Ben, il y en a, là, ben, dans les jours où je vis, il y a du monde comme ça. Tu sais, ils entendent parler, il y a un ours noir à telle zone. Ben, ils s'en ramassent des fois 30 gars avec des grosses carabines de chasse. Puis ils vont tout brasser pour essayer de tuer l'ours. Ouais. Ils sont pas capables de partager l'environnement qui est autour. Ah oui, et puis quel dommage, parce que ils sont tellement beaux, ils sont tellement somptueux que c'est complètement con, quoi. Ouais. Ok, je vais te laisser là-dessus, hein. Je pense que voilà, on a bien appuyé sur pas mal de détails. Bon, on a fait le tour, je dirais. Hein? On a fait pas mal le tour. Oui, je te remercie beaucoup pour ton temps, hein. C'est vraiment sympa. Je sais que tu as beaucoup de travail. Et donc, bah voilà, là, au moins, c'est fait. Et tu verras donc cette vidéo sur Loup-garou France. Merci aussi d'accepter de témoigner comme ça en webcam. C'est vraiment super. Oui, ça prend quelqu'un pour le faire. Ouais, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, et je comprends, parce que forcément, ta vie sociale peut en prendre un coup, hein. Tu dis, j'ai vu un loup-garou. Ah bon? C'est compliqué. Vie sociale, je n'ai pas plus que ça déjà. Fait que ça ne fera pas de grosse incidence. Ouais, ce qui est bien, c'est que tu es libre, du coup, tu es ton propre patron, ce que j'ai compris. Donc, oui. Okay, c'est ça, j'ai la ferme, j'ai la scierie, j'ai ma forge. Puis, je roule avec ça. Wow, ben, je travaille à mon rythme. Comme aujourd'hui, c'est ma journée de bureau. Ouais, ok, d'accord. Super. Ça de temps en temps. Merci beaucoup. Et puis, on se tient au jus, hein. Voilà, on est en contact. Je t'enverrai un petit message le jour où ta vidéo paraîtra. Je vais travailler sur le montage, l'habillage, tout ça, et ça débarque prochainement. Merci beaucoup. C'est bon. À très bientôt. Merci à toi. Salut, artiste. Ciao. Salut. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. On est entré dans tous les détails possibles et inimaginables. On a fait au maximum bien les choses, comme d'habitude. Donc, encore une fois, en plus une personne absolument sympathique, la tête sur les épaules, cohérente, alors là, ce qui est bien, c'est que j'ai l'expérience de longues années, et ce qu'il explique, ce qu'il a vu, corrobore exactement avec ce que je vous explique, même si ce que j'explique des fois ne plaît pas, parce qu'il y en a qui partent trop dans des délires abracadabrantesques. Pourtant, je pense connaître un petit peu ce sujet-là depuis longtemps, et voilà, je ne suis pas monsieur la science, je ne sais pas tout, mais je veux pas faire de la fausse humilité non plus. Quand je connais un sujet, je le connais, et donc je me serais jamais lancé dans ce genre d'aventure-là si je ne maîtrisais pas correctement mon sujet. Voilà. Merci aussi à ceux qui participent activement sur Tipeee. Hein. N'oubliez pas, c'est dans la description. Ça me permet vraiment d'alimenter la chaîne et de vous ramener plein de belles surprises comme ça. N'oubliez pas non plus de liker,
de commenter. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci à tout le monde, vous étiez sur Loup-Garou France.